Donc, bonsoir. Nous avons aujourd'hui avec nous Ève. Bonsoir. Bonsoir. Ça se prononce Choran? Oui. Choran, ok. Et je crois que je vous ai rencontré une fois il y a un an, et puis on a perdu le fil, et puis je vous ai re-rencontré. Donc, merci d'être venu aujourd'hui, c'est gentil. Je vous en prie. Ok. Avec plaisir. Ok. Donc, je vous connais un petit peu, mais pas complètement. Je sais que vous êtes avec Ask.com, ça c'est une chose que je connais. Mais le reste, je crois pas que je connais beaucoup parce que j'avais raté le début de l'interview, tout ça. Donc, pouvez nous dire qui vous êtes? Qui je suis? Je suis une Française qui Oui. vit aux États-Unis depuis maintenant 13 ans, 13 ans. 12 Ok. ans et demi, 13 ans. Oui. Donc Vous avez je fait suis- donc la moitié de votre carrière aux États-Unis, c'est ça? Bah oui, c'est vrai que maintenant ça fait à peu près, oui, ça fait à peu près la moitié. Oui. Donc j'ai démarré en tant que juriste, donc j'étais avocate en France. D'accord. Donc j'ai travaillé dans des cabinets, j'ai fait du droit commercial, du droit des affaires, fusion, acquisition, corporate, d'accord. etc. Donc, vous avez démarré vraiment au début, depuis le début dans ce domaine. Oui. Donc j'ai fait des études de droit à Nanterre, tout ce qui est plus classique. D'accord. Et Mais vous n'avez pas démarré dans un secteur et puis êtes venu ici changer. Vous êtes toujours dans les en fait, corporates. quand je suis arrivée ici, j'ai continué à travailler dans le droit au départ. Ah, d'accord. Donc j'ai passé le California Bar Exam. Ah, c'est difficile ça. C'est moins difficile que le barreau français. Ah bon? Ah oui, Ah bon. le barreau français c'est 10% de success rate C'est pas vrai. et c'est 50% pour le barreau californien. Donc, Et on m'a dit que le barreau californien, il est de plus en plus difficile. Parce que... alors peut-être qu'il est devenu encore plus difficile depuis. Non, mais il y a beaucoup de depuis gens que j'ai qui le passé. ratent, il paraît. Beaucoup de gens Il le y a ratent la première 50%, fois. oui, il y a 50% de réussite. Donc après, pour les gens qui le passent la première fois, c'est peut-être un peu moins de 50%. Ah, d'accord. Mais, Donc, il faut le passer 2 ou 3 fois pour finalement l'avoir. Certains, oui. Enfin, moi, je l'ai eu du premier coup. Ici? Ouais. Ah, c'est bien. Malgré que c'est un examen un peu bête et méchant. Ah bon? Surtout par rapport au barreau français. Au barreau français, il y a un examen écrit, puis qui est suivi après d'un examen oral. Ouais. Qui est Et il assez est plus long impressionnant. ici. Il y a un grand oral où on est devant les gros ponts du barreau, les gros ponts des C'est facs, et on est un peu Face à face, bombardé de questions. on veut voir si vous comprenez. Voilà. Et puis surtout, on veut voir comment on se tient, comment on parle, si on parle comme un avocat, Ça, c'est important comme l'image aussi. qu'ils se font d'un avocat. D'accord. Et puis ici, le bar exam, c'est un examen bête et méchant, c'est le standardized testing à l'américaine. C'est un jour, remplit des n'est-ce pas? petites bulles. Ouais. Non, c'est sur plusieurs journées, parce qu'il y a une journée où effectivement on remplit des petites bulles, donc ça c'est le multi-state, donc qui correspond à Plusieurs questions. un espèce de droit qui s'applique dans tous les États. Ah. Et puis après, il y a... c'est Un avant jour. ou après d'ailleurs, je sais même plus. C'est oral? Il y n'y a pas d'oral, mais il y a 2 journées de ce qu'ils appellent... Rédaction? Voilà, c'est du essays, où on a un petit cas, c'est un cas pratique en fait. Mais est-ce qu'il y a de l'oral? Il n'y a pas d'oral. Il C'est pas vrai. y a beaucoup trop de candidats. Ah, il n'y a pas d'oral. Il n'y a pas d'oral. Alors tu peux venir comme tu veux, n'importe comment, en jean et Ah oui, c'est bon. bah oui, là oui. Ah, Et en plus, on est dans une énorme salle. plein On de gens. est tous les uns alignés à côté des autres. Ah. On peut le prendre soit crayon et papier, Soit par computer. soit par ordinateur. Et quand on vient avec son propre laptop, ils nous mettent un logiciel dedans Et on peut pas pour bloquer évidemment accès à l'internet. à tout, sauf au logiciel qu'on utilise qui est un espèce de Word. Et c'est complètement silencieux. Oui. C'est Et vrai. puis bon, on sent le stress. Dans Et en l'air. plus, il fait chaud parce qu'avec tous les ordinateurs Après, dans la même salle. et puis la chaleur humaine aussi. Ouais. Ouais. Ah, ok. Ouais, c'est une expérience marrante. C'est bien parce que justement, je parlais à des gens, ils me disaient oh, c'est trop difficile. Peut-être qu'il paraît qu'il y a un avocat sur 150 personnes en Californie. Donc il y a plein d'avocats Oui, qui se et baladent. puis je crois que dans certaines villes comme DC, Même plus. c'est encore plus. Donc tout le monde est avocat, mais ils font autre chose, c'est ça? Oui, souvent, effectivement. Mais d'abord, il y a également beaucoup plus de membres actifs du barreau parce que le système de litige ici
est complètement différent. Ce qu'ils appellent la discovery, c'est-à-dire l'instruction d'un litige, est faite par les parties. Donc les parties s'envoient des requêtes pour avoir des documents, pour s'échanger des preuves. Alors qu'en France, tout ça c'est fait par le juge, qui en général, quand c'est un dossier compliqué, le juge missionne un expert. Donc l'expert, il fera le minimum vital de manière à comprendre ce qui s'est passé dans l'affaire et de dire, bon, bah, c'est telle partie qui est responsable, à mon avis. Alors que ici, ce sont les parties qui se bombardent de requêtes pour les documents. Et comme évidemment, c'est aux frais du client. Du client, ça augmente la facture du client. Ça augmente la facture du client. Et donc c'est une stratégie donc, pour augmenter la facture. Absolument. Tu as joué à ce jeu? J'ai un petit peu joué à ce jeu. Donc quand je suis arrivée ici, donc j'avais pas encore passé le bar exam californien. J'étais un peu enceinte jusqu'aux yeux quand je suis arrivée, et je suis arrivée vraiment au moment. Non, pas au départ. Donc j'étais avocate en Europe. J'arrive ici donc pour suivre mon mari qui est américain, et on débarque fin 2000. Donc au moment vraiment le mauvais timing. Puisque fin 2000... Oui, il y a eu l'explosion de la bulle. Voilà, c'était au moment où la bulle s'est essoufflée. Voilà, c'est ça. Oui, je me rappelle, c'était terrible. Tout le monde fermait. Exactement. Donc c'est vrai que les temps ont été un peu durs. Enfin, les 2 premières années ont été, en Californie, ont été un peu hard. Et donc j'ai travaillé comme ce qu'on appelle ici paralegal. C'est-à-dire, tu as pris une dégradation. J'ai pris une sacrée dégradation. Et tu as oublié tout ce que tu as appris? Non, parce que c'est un peu comme la bicyclette. Tu sais toujours. C'est un raisonnement, c'est un raisonnement. Oui, c'est plus un raisonnement que... Enfin, c'est une série de connaissances et un raisonnement plus que vraiment quelque chose de très, très pointu dans un domaine. D'accord, mais c'est pas des données que tu dois te rappeler. Non. C'est plus une technique de recherche et un raisonnement. Et ça, tu le savais. Et ça, oui. D'accord. Mais tu as voulu devenir avocat parce que tu regardais des films sur les avocats, ou bien quand j'étais jeune, ce qui m'a déjà, j'adorais la dialectique, j'adorais la façon dont tu présentes. Enfin, pas trop la plaidoirie, mais plus le débat. D'accord. Donc tu regardais les Law and Order, tout ça? Non, pas du tout. Enfin, d'abord, en France, ça n'existait pas, Law and Order, à l'époque. D'accord. Ça fait un moment que... D'accord. Donc tu regardais des films sur les avocats? Non, moi je regarde... Enfin, si j'avais une inspiration, c'était plutôt les femmes d'affaires dans les sitcoms américaines qui étaient en tailleur, et qui étaient dans les boardrooms. Donc moi, ça a toujours été le droit des affaires qui me plaisait. D'accord. C'est vrai que le barreau, les effets de manche avec la grande robe noire, c'était jamais mon truc. D'accord. Moi, c'était... comme j'étais pas assez bonne en maths pour faire une école de commerce, je me suis dit, je vais faire du droit et puis je repiquerai dans le business comme ça. D'accord. Et en fait, le droit, il faut avoir une bonne mémoire. Oui, enfin, pas plus qu'ailleurs. Je pense qu'il faut avoir une bonne mémoire encore plus. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à lire, c'est ça? Oui, il y a beaucoup mais c'est surtout à digérer et à comprendre. Et une fois qu'on comprend le raisonnement, après, on peut le réappliquer. Donc, c'est pas une question de mémoire, c'est plus une question de... De comprendre ce qu'on te demande de faire. D'accord. Et quand tu passes les examens, tu choisis l'industrie que tu veux? Tu dis, je veux du corporate, je veux du crime? Alors, quand on va en fac de droit, donc en France, c'est juste après le baccalauréat. Donc, on a un tronc commun, évidemment, avec tous les autres étudiants de droit. Et au fur et à mesure qu'on avance, donc DUG, licence, maîtrise, tu choisis ton industrie. On commence à choisir la propriété industrielle, la propriété intellectuelle, donc le copyright et compagnie. Voilà, ou le droit administratif qui est plus vers le droit public, ou le droit fiscal. Enfin, après, on peut choisir... Donc, tu as choisi du début le corporate? Moi, c'était droit des affaires, oui. Dès que je pouvais m'orienter là-dessus, c'était droit des affaires. C'était ça que tu voulais? D'accord. D'accord. Et est-ce que tu as atterri où tu voulais? C'est-à-dire oui, en fait, donc j'ai fait à Nanterre, donc j'ai fait un double cursus, droit français, droit anglo-américain. Parce qu'en fait, donc avant de faire mes études de droit, étant jeune, j'ai grandi au Canada. Donc j'ai appris l'anglais en fait de 5 à 12 ans. Ça t'a facilité les études ici. Donc quand je suis rentrée en France, j'ai fait un examen d'entrée. Donc à l'époque, ça s'appelait un BIDEC. Aujourd'hui, maintenant, ça s'appelle un magistère pour ceux qui sortent tout juste de la fac, et que je rencontre à la chambre d'ailleurs.
Donc, tu connaissais bien l'anglais, c'est ça qui Je t'a connaissais permis bien d'avoir l'anglais, ton... donc j'ai pu faire ce double cursus de droit français et de droit anglo-américain à Nanterre. Et donc à la fin de la maîtrise, j'ai complété le diplôme en faisant un stage à Londres. D'accord, donc tu étais vraiment bonne en anglais. Donc j'étais déjà bilingue en fait. Donc j'avais pas vraiment de mérite d'avoir appris l'anglais. Et ici, ça a été 1 an d'études? Non, le bar exam américain, c'est 3 mois de prépa. C'est tout? C'est en fait, je crois que c'était 7 semaines de cours pour la prépa. Après, on a encore quelques semaines pour travailler, pour s'exercer à l'examen. Parce que c'est plus de la vitesse, c'est beaucoup de la vitesse d'exécution. Donc il faut s'exercer à faire des examens et à gérer son temps, faire des examens, comment on appelle ça, les mock exams. Ah oui, d'accord, les examens de pratique avant le vrai examen. Ouais. Et tu as pu passer. Voilà. Donc tu comprenais. Ouais. Oui, mais c'est vrai que pour certains étrangers qui passaient le bar exam également, c'est pour ceux qui n'étaient pas vraiment complètement bilingues en anglais, c'était dur. Parce que dans les trucs à bulles là qu'il faut remplir, il y a une double négative dans l'énoncé, des doubles négatives dans les différents choix. Ils ont le droit d'apporter le dictionnaire? Non, probablement pas. Non, on n'a droit à aucun document. Ah, donc il n'y a vraiment aucune aide pour la langue? Non. Ah, c'est dur ça. C'est vrai que quand on est avocat, en principe, on est censé savoir très bien communiquer. Donc c'est vrai que la langue, à partir du moment il faut d'abord la maîtriser avant de pouvoir passer l'examen. Exactement. Et là, donc, tu as laissé complètement tomber la partie française? Oui. La seule chose, ça te sert seulement pour la logique, c'est ça? La partie française. Tu m'as dit qu'il faut savoir réfléchir. Oui, il n'y a pas que les Français qui savent réfléchir, mais... Non, mais il y a une technique française de réfléchir qui est différente de la technique américaine de réfléchir. Enfin, Oui, ceci dit, je pense qu'un avocat américain et un avocat français se rejoignent sur le raisonnement absolument, comme un scientifique américain va rejoindre un scientifique français. Ah bon, ils se comprennent? Oui, je pense qu'ils se comprennent. Enfin, le contentieux, c'est un petit peu différent parce qu'il y a toute cette histoire de discovery à l'américaine qui est quand même une autre planète par rapport au contentieux français. Ouais. Mais je pense que oui, un juriste, les juristes, ils sont tous un peu les mêmes, je crois. D'accord. Ouais. Donc tu n'as pas vu, quand tu as eu affaire à des avocats américains, vous comprenez parfaitement? Oui, au niveau du raisonnement pur. Après, la déontologie est complètement différente. C'est quoi la déontologie? Alors la déontologie, c'est l'éthique, c'est sa manière d'être vis-à-vis de ses confrères et vis-à-vis de ses clients. C'est pourquoi c'est différent? Alors c'est différent parce qu'en France, on respecte énormément son confrère. Ah bon? On ne met jamais en cause la parole de son confrère. Et on est toujours très poli, très courtois. Et il y a un respect mutuel envers son confrère. D'ailleurs, on s'appelle mon cher confrère, etc. Et aux États-Unis, j'ai vu des avocats se traiter de tous les noms, hausser le ton. Et presque en France, on serait plus suspicieux vis-à-vis de son propre client qu'on serait vis-à-vis d'un confrère. Parce qu'on que quand on a un client, le confrère. On respecte tellement son confrère que même s'il y a un contentieux très, très difficile entre deux clients, cette espèce de complicité qu'il y a entre les avocats va vraiment aider au litige. Ah bon. Donc ça va aider la conciliation, on va pas mettre de l'huile sur le feu, au contraire, on va comprendre que notre client s'est un peu échauffé. Ils mettent plein d'huile ici. Et ici c'est le contraire. Voilà. Donc c'est pour ça c'est ça qui me fait dire que la déontologie est très différente. Parce qu'on va énormément respecter son client, en revanche on va pas du tout respecter son confrère. Et ça, c'est vrai que ça va surtout respecter le compte bancaire du client. Oui. C'est-à-dire, on verra combien il a. Celui qui paye les factures. C'est celui qui va payer les factures qui va peut-être gagner. Oui, et puis ça revient également à une différence entre la France et les États-Unis qui est là beaucoup plus générale, qui ne s'applique pas uniquement à la profession de juriste, mais qu'en France, les honoraires, c'est quelque chose, on est bien obligé d'envoyer une facture à son client, mais c'est quelque chose d'un peu sale, ça touche à l'argent. Alors qu'aux États-Unis, il n'y a aucun problème pour facturer. Au contraire, il faut payer les études. Voilà. Non, mais justement, le guest au DBF ce lundi, il disait que leurs frais d'avocat étaient de plusieurs millions de dollars. Oui.
Et c'est énorme pour eux, les pauvres. Ils disent, ils ajoutent, les avocats, ils ajoutent et ils ajoutent et ils ajoutent. Et je sais pas si tu... Enfin, l'interview est sur l'Internet, hein, si tu veux le voir. Mais il a parlé de ça, justement, de ce problème-là. Ah ouais, ça m'étonne pas. Ouais. Mais pour revenir à toi, quand tu travailles pour une corporation, tu as pas besoin de jouer ce jeu. Tu as un salaire fixe. Alors, donc quand j'ai... Avant de passer le bar exam, donc quand je travaillais comme paralegal, là, je faisais du contentieux. Oui. J'avais effectivement un salaire fixe, moi-même. Après... j'ai passé le bar exam, j'ai travaillé pendant je sais pas, 2 ans, je crois, pour un cabinet américain, un tout petit cabinet, qui là faisait du corporate. Ah bon. Donc on aidait des startups en fait. On conseillait des startups sur leur création de société, leur contrat, leur levée de fonds. Et là j'étais payée à l'heure. Là, j'étais payée à l'heure, donc j'étais payée en fonction du nombre d'heures que je pouvais charger et facturer au client. D'accord. Et le client te demandait pas flat rate pour certains papiers à faire? Pour certains, oui. Alors, moi, c'était pas mon cabinet. Hein. J'étais salariée d'un cabinet. Donc tu devais faire une facture, d'accord. Donc, je devais remplir une feuille de temps, montrer combien j'avais chargé. C'est drôle, et certaines de nos prestations, comme la création de société, c'était une flat rate. Ah, d'accord. Mais en revanche, moi, j'étais quand même payée en fonction du nombre d'heures que tu faisais pour la société. Voilà. D'accord. Et tu aimais ça ou tu te sentais un peu insultée d'avoir à être a time? C'est la dictature de la feuille de temps. Tout bon juriste qui travaille, enfin tout avocat qui travaille en cabinet, que ce soit en France ou aux États-Unis, il doit remplir des heures. On doit remplir sa feuille de temps. Et c'est non seulement un outil qui sert à facturer le client, mais c'est aussi un outil qui sert à regarder qui sont les collaborateurs qui sont rentables et ceux qui ne le sont pas. C'est pas de travailler plusieurs heures qui te rend rentable, si? Alors, si on travaille beaucoup d'heures que le cabinet peut facturer au client, on est rentable. Tant mieux. Si on travaille beaucoup d'heures, mais qu'on voit que le résultat du travail est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment facturer au client, à ce moment-là, on n'est pas rentable. D'accord. Et si on ne charge pas beaucoup d'heures, donc on n'est pas rentable. Les deux perdent. Ouais. D'accord. D'accord. Donc ça te touchait pas du tout que tu sois à l'heure. C'est-à-dire il y a des professions où on compte pas tes heures. Tu travailles autant que tu veux et tu es payé. Oui, c'est vrai qu'il y a pour les avocats, il y a toujours ce stress que tout le temps qu'on passe, on doit produire une valeur ajoutée pour le client. D'accord. Et si on le fait pas, parce que parfois ça arrive je pense que ça arrivait à tout avocat, j'ai fait ce contrat, puis on se dit toujours, ça va me prendre, je sais pas moi, 6-7 heures pour faire ce contrat. Et puis on arrive, et puis mince, ça m'en a pris 12. Et qu'est-ce que tu vas faire alors? Souvent on facture moins parce qu'on se dit non quand même, ça n'aurait pas dû me prendre 12. Donc ça arrive qu'on se dise, je vais mettre que 10. Donc on a tous ces cas de conscience de se dire, je pense pas et les avocats qui travaillent beaucoup sur un cas, ils sont par exemple même 16 heures des fois, si c'est un cas compliqué. Parfois c'est des années, surtout sur des contentieux. Oui. Un contentieux de brevet ou de contrefaçon de brevet ou trucs comme ça. Alors, ça et surtout quand... si non, en général, ce qu'on fait, c'est que quand c'est des gros dossiers comme ça, il y a plein de procédures qui se passent. Donc, ils appellent les motion for summary judgment et compagnie. Donc la compagnie dit pour ça. Il y a la partie discovery, il y a la partie motions, il y a la partie, en général, on compartimente un peu le dossier et puis on met des coûts fixes pour différentes parties du dossier. Et puis c'est l'avocat qui décide s'il veut travailler jusqu'à minuit ou jusqu'à 8 heures ou jusqu'à 5 heures. Oui, ça après, oui. S'il peut faire le travail plus vite, pourquoi pas? Oui. Ça a l'air logique. Enfin, si tu as plus d'expérience, tu travailles plus vite. Ça devient de plus en plus standardisé, ce genre de choses. Non, mais si tu as plus d'expérience, tu travailles plus vite. Mais si tu as plus d'expérience, tu factures à l'heure beaucoup plus. Après, tu es à 2000 de l'heure plutôt que d'être à 600 de l'heure. Donc, un jeune collaborateur va facturer à 600 de l'heure. Il y a des partenaires très, très calés dans leur domaine qui vont facturer jusqu'à 3000, 3500 de l'heure. C'est pas vrai. Tu plaisantes? Non. Si, autant que dans ça? des domaines tout à fait pointus, oui. C'est que les gens donnent une très grande valeur à ce genre
de connaissances alors. Absolument. C'est vrai. Bon, après, ça dépend encore une fois des domaines et puis de la rareté de spécialistes dans un domaine précis. C'est pas un peu inflated? 3500, c'est le salaire d'un mois d'une personne? Oui, ça paraît un peu inflated, oui, mais il y a des avocats qui le demandent. Encore une fois, ils sont, c'est des grands partenaires dans des grands cabinets, donc ils facturent pas énormément d'heures. Ils ne sont pas à facturer 40 heures par semaine. D'accord. Ils sont plus à être consultants. Ils sont consultants ou ils gèrent toute une équipe de collaborateurs qui font tout le travail de recherche. Ah, ça c'est bien. D'accord. Et où tu en es, toi? Alors moi, je suis plus du tout avocate. Non, qu'est-ce que tu es alors? Pour en revenir au fil, j'ai travaillé comme paralegal donc dans un dossier de contentieux. Ah, mais je croyais que tu étais toujours avocate pour Ask. Non. Tu n'es pas avocate? Non. J'ai intégré Ask en tant qu'avocate, donc en tant que juriste d'entreprise. Tu as commencé comme juriste d'entreprise? J'ai commencé comme juriste d'entreprise chez Ask. Donc j'ai travaillé pendant 7 ans comme juriste. Comme avocat pour Ask. Comme juriste, parce que les avocats en général ce sont des gens extérieurs en cabinet. Alors quand on est juriste, on est à l'intérieur de l'entreprise, donc on est salarié de l'entreprise. C'est un autre mot pour le mot avocat. Juriste, c'est un autre mot pour le mot avocat. Oui, en général, quand on parle de quelqu'un qui est salarié à l'intérieur d'une entreprise, qui est dans le service juridique d'une entreprise, ça s'appelle un juriste. Ça s'appelle un juriste. Voilà, j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Je me demanderais, elle utilise le mot juriste, avocat, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, un juriste, c'est quelqu'un qui a... donc ça vient du mot latin iure, qui veut dire le droit. Donc c'est quelqu'un qui a étudié le droit. Donc un notaire est un juriste, un avocat est un juriste. Et un juriste est un avocat. Voilà. Non. Oui. Un juriste peut être un avocat, mais n'est pas forcément un avocat. D'accord. Donc, est-ce que tu intervenais dans la cour pour la ask.com? Non. Pas du tout? Jamais. Non, je faisais les contrats, j'aidais les gens du produit à créer un produit à la cour. Jamais. Ah, tu faisais tout intérieurement? Quand Ask fait partie d'un contentieux ou participe à un contentieux, il y a quelqu'un d'autre qui va? C'est en général les cabinets extérieurs qui représentent Ask. D'accord. Donc vous outsourcez. Je gérais les comptes. Voilà, on outsource à un cabinet et donc je gérais la relation avec le cabinet. Donc, d'accord. Effectivement, pour gérer le dossier du contentieux. Donc eux, ils t'envoyaient une facture. Oui. Oui, donc quand on est directeur, donc j'ai commencé en bas de l'échelle en tant que juriste. Et j'ai fini donc directeur juridique de Ask. Mais pourquoi tu fais pas tout toi-même si tu sais le faire? Parce qu'on ne sait pas tout faire. Ça, c'est comme un médecin. Si on demande à un dermatologue d'accoucher un enfant, il va appeler son copain qui va savoir accoucher mieux faire ça. Voilà. Donc toi, tu n'aimes pas aller à la cour? Ah non, d'abord j'ai horreur de ça. Et ensuite, je ne serais pas bonne, je ne saurais pas faire. Tu n'aimes pas parler devant un juge? C'est pas ça, tu n'aimes pas plaider. C'est qu'il y a la procédure civile, je suis pas au courant, quoi. Donc, mais tu as passé le bar? Oui, mais quand on passe le bar, c'est exactement quand on est médecin. Oui. On n'est pas spécialiste dans un domaine de droit particulier. Ah, il faut se spécialiser pour plaidoyer? Il faut... il y en a qui plaident sans se spécialiser, mais... Mais en fait, il faut avoir une envie de le faire. Voilà. Et puis, moi, je trouve que c'est la partie la plus belle on finit d'être avocat. Moi, je trouve que c'est la partie la plus belle d'être avocat, de pouvoir faire ça et puis de gagner. Et puis, c'est d'être comme dans le champ de bataille un peu, enfin dans le... Ouais, sachant qu'aux États-Unis, les contentieux qui se plaident jusqu'à la fin devant un jury et tout, c'est peut-être 2% des contentieux. La plupart des contentieux, c'est la guéguerre de la discovery, suivie par une transaction. D'accord. Donc, tu veux dire 90%? Oui. 90% est fait entre les deux avocats des deux parties? Oui, il y a très très peu qui finissent au tribunal, en fait. D'accord. Il n'y a que une minorité qui va Et le juge, la plupart du boulot du juge, c'est d'arbitrer les guéguerres de procédure concernant le process de discovery. Donc c'est pas exactement la beauté du système judiciaire comme on l'imagine. Ah bon?
Donc, dans les films. Ouais, c'est vrai que c'est souvent celui qui a raison qui perd, c'est ça? Enfin, Non, pas forcément. ça dépend comment la personne est représentée, finalement. Si tu es représenté par un idiot, donc tu écoutes cet idiot et tu te dis pourquoi il a gagné, il ne sait pas ce qu'il dit, il me représente pas bien. Parfois, il y a une erreur de procédure qui fait qu'on aurait dû gagner sur le mérite et on ne gagne pas. Parfois, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc oui, il faut choisir un bon avocat. Ouais. Surtout ici. Ouais. D'accord. Non, mais là, c'est très important de pas se mettre entre les mains de quelqu'un d'inférieur de toi. Enfin, si toi tu comprends l'affaire mieux que l'avocat, il vaut mieux que tu te représentes. Oui, mais les avocats avec lesquels je travaillais chez Ask étaient des spécialistes non seulement du contentieux, mais si c'était un problème de copyright, ils étaient spécialistes de copyright. Si c'était un problème de brevet, ils étaient spécialistes de brevet. Si c'était un problème de protection des données personnelles des utilisateurs, ils étaient spécialistes de privacy. Donc on choisit des gens très pointus dans leur domaine, qui savent ce qu'ils font, donc beaucoup mieux que moi. Et toi, tu les cherches, ces gens-là? C'est ton travail de les chercher? Oui, c'est ce que fait un directeur juridique, c'est de choisir ses avocats comme un CTO choisit les boîtes avec lesquelles il outsource. Donc il faut connaître assez dans son domaine pour déjà reconnaître un bon avocat d'un mauvais avocat, de savoir qui... Bon. Et puis bon... Il faut lui parler, voir ce qu'il dit. Oui, et puis on utilise des networks... je faisais partie d'un network des women, ça s'appelle le Bay Area Women's GC Group. Et donc on se demande tout le temps des tuyaux entre les différentes GC. On se dit, bon ben voilà, j'ai tel problème, quel avocat pourrait m'aider là-dessus? Mais est-ce que tu peux, en 10 minutes de conversation, savoir si la personne à qui tu as affaire comprend? En 10 minutes, non, mais en général, on fait une interview plus longue? Oui, bien sûr. D'accord. On fait vraiment un processus de, comment on appelle ça, de RFP, comment on appelle ça en français, où on demande des propositions de différents cabinets, et après, donc on choisit en fonction de combien ils vont nous charger. Et en fonction de leur connaissance. En fonction de leur connaissance, et quel est leur plan de défense du dossier. Parce que en général, c'est jamais nous qui sommes demandeurs dans les affaires de contentieux. As.com, ils sont défendeurs à chaque fois. Ah bon? Je crois que depuis que je travaille à Ask, on a peut-être été demandeur une ou deux fois. Ah bon? En revanche, on a été défendeur plein de fois. Ah bon? D'accord. Donc, pourquoi est-ce que Ask.com aurait un plaintiff? Pourquoi? Vous êtes un moteur de recherche, non? Pourquoi nous, on serait un plaintiff? Non, pourquoi vous aurez... Pourquoi on se ferait assigner en justice? Ça s'appelle les patent trolls. Ah, les patent trolls. Ouais. Donc, ce sont des gens qui disent j'avais cette patente. Voilà. Donc, en fait, ce sont en général des fonds d'investissement qui acquièrent tout un tas de brevets pour pouvoir après assigner en justice des business comme Google, comme AOL, comme Yahoo, comme Ask, pour leur dire j'ai ce brevet, vous êtes en contrefaçon de mon brevet. Donc, et ce sont des fonds d'investissement. Donc, c'est leur business model de faire ça. Ah bon? Et ça n'existe qu'aux États-Unis parce qu'en Europe, ça justement, ça marcherait il paraît que pas. Google vient d'avoir quelque chose, quelqu'un qui leur disait pourquoi vous avez utilisé ça. Mais alors, ils payent, à ce moment-là, ils payent. Bon, alors, pour régler ce genre de litige, soit effectivement, on rentre dans un contrat de licence et on paye, soit on défend le dossier, soit on fait quelque chose entre les deux. Il faut qu'ils prouvent que tu as fait une infraction. Oui, il faut prouver déjà qu'on est effectivement en contrefaçon du brevet, et puis bon, ce sont des dossiers très 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 techniques. Ah bon, tu comprends tout ça? Non, on ne comprend pas forcement toujours l'aspect technique, donc il faut toute une équipe pour défendre un dossier comme ça. Tu consultes des gens qui comprennent la technique, c'est ça? Oui, je consulte avec les gens du produit, avec les gens de mon équipe tech. Donc c'est ça en fait que fait un directeur juridique, c'est de coordonner tout ça entre l'avocat qui va défendre le dossier donc dans la procédure, et les équipes internes pour vraiment comprendre si oui ou non on utilise... On a créé une technologie qui, oui ou non, est couverte par ce fameux brevet qui a été acheté par le patent troll qui nous assigne. Donc, pour être en top de toute cette équipe, tu restes réveillé toute la nuit? Enfin, il faut que tu comprennes mieux. Il y a du boulot.
faut que tu comprennes ce que les autres vont te demander. Ouais. Donc en fait, tu demandais sur comment on se spécialise quand on est juriste d'entreprise par rapport à un cabinet, un avocat qui travaille en cabinet. En fait, on se spécialise dans le business de son entreprise. D'accord. Et là, donc à partir du moment où mon entreprise collecte des données personnelles des utilisateurs, je vais me spécialiser en protection de vie privée. Donc je vais me spécialiser dans tout ce qui est les directives européennes sur la protection des données personnelles et compagnie. À partir du moment où on brevette certaines inventions de nos ingénieurs, je vais me spécialiser dans ces brevets-là. À partir du moment où on utilise du contenu qui est fait par les tiers, je vais me spécialiser dans des contrats de licence de contenu. Donc on doit comprendre le business de l'entreprise et on doit comprendre tous les problèmes de droit qui sont attenants à ce business. D'accord. Je viens de me rappeler qu'une fois, je suis allée voir Jean Deléa, je sais pas, il travaillait pour Alta Partners, et il m'a dit qu'il avait investi sur Ask.com. Peut-être à l'origine. Ah oui, peut-être il y a un moment. Donc Ask Jeeves, au départ. Ah oui. C'est vrai, a fait un IPO. Oui. Et donc au moment où moi j'ai intégré Ask Jeeves est en train de se faire acheter par IAC, qui est l'actionnaire actuel. Donc peut-être, alors avant, parce que Ask Jeeves a été fondé, je crois, en 93. Oui. Et moi j'ai rejoint la boîte en 2005. Peut-être que ça avait déjà été vendu ou changé. Ça a été, oui, changé. Ask Jeeves était public, était coté sur le marché américain. Oui. Donc, enfin, Jean Delage, il est mort, je crois, à 71 ans, il y a 3 ans. Mais il est passé donc au début. Peut-être, effectivement, il y a 15 ans, il a peut-être il a participé. Enfin, c'était un venture capitaliste. C'était, ok, donc... Oui, donc avant le IPO, il a peut-être effectivement investi. Ok. Non, je voulais savoir si tu es au courant de tout ça. Non, tu n'as pas écouté l'histoire de la compagnie. Non. On n'a pas dans ce détail-là, en tout cas. D'accord. Donc, non, je voulais savoir si tu étais au courant ou pas. Donc, pour les gens qui écoutent et qui n'ont pas tout compris, on va faire un petit résumé en anglais. Ok. Et on va pas tout faire, mais on va dire un petit résumé. So, for those who didn't understand everything, we have here with us Yves Choran, who is with Ask.com, and she's going to tell us what she does with Ask.com, right? So tell us what is your role at Ask.com? So my current role, which we didn't speak about it in the French part, by the way, my current role is to be the head of business development for Ask.com. Okay. So as I said, I'm no longer a lawyer. Okay. So what did you for the most part of my professional life, I have been a lawyer. Okay. So now we're going to find out what you do now? Exactly. Okay. Okay, what do you do now? So I run the business development team of Ask.com. Okay. And so Ask.com is a question and answer website. Okay, so you ask a question. You ask a question and you get an answer. So for example, I do who is Yves Choran, what they will say? I don't know that we'll have an answer on that. But if you do, what are the symptoms of diabetes? It will tell you. You will have an answer on that. So it's not who is. Who is it's not a who is. It doesn't specialize in a who is site. Now, if you ask who is Justin Bieber, we will have an answer on that. Okay. But it would have to be. But Yves Choran is an important part of Ask.com. They should be able to answer that question. That's true. Maybe I'll try it on the site and see what happens. Okay. Because I did look for you. Probably the DBF video will show up, right? Okay. No. Yes, exactly. You appear there. You appear on Google. So basically, they document as many problems as possible on Ask, or so it's really it works like a search engine, but it specializes in questions and answers. So on typical problems like why is my eye red today? Exactly. What would cause my eye to be red, or what are the symptoms of pink eye, or what is the cure for my symptom? Yeah, I mean, you would have to say what that symptom is, obviously. Yeah. But it can also be how to train my puppy not to pee on my carpet. It could be how to make a margarita. It could answer. Be. Okay. Yeah. So the reason why we have all these good answers is because we source those
good answers with partners. Ah, so you have millions of partners. So we have a lot of partners. Yeah. So we have... and you pay them all? We don't pay them all. So we Sometimes actually... you find the answer in an encyclopedia? In Wikipedia? Yeah. Yeah, so we actually... Well, Wikipedia has a Creative Commons license. Yes. So you can actually create your own Wikipedia site. Okay. And so we have an Ask Wiki site. Great. And a lot of our answers are Wikipedia content that we then port over to the Ask site. Do you have ask.fr? We do. It's actually fr.ask.com. Really? And it's not as good as the US site. But you can ask the question in French. You can ask a question in French. Okay. But what you'll get is less information. It's less rich, right? You won't get as many good answers. So you'll get web search results. Mm-hmm. But all the partnerships that we have for the English site we don't have as many partnerships so for I'm the going to French site. search for you in FR and .com and see if they have an answer. For me? Yes. Yeah, I don't think we have a partnership about me. No. No, but I mean, no, so they don't know who you are on Ask. Well, they would know in the same way that a search engine would know. Okay, so there would be no difference. No specialty. So where we actually have specific answers is for questions exactly for high volume questions. How do I become an attorney, for example? Yes, we will have an answer for that. Mm-hmm. Okay, and or things like what is the circumference of the Earth, or they will answer what that. is the distance between the Earth and the Moon. Or, it's good for when students. did Napoleon, go to St. Helens Island, or when, yeah, exactly. It's good for a student in college? It's pretty good for homework help, yeah. It works similarly to Wikipedia in that sense. You'll get some answers. Your users are maybe 50% students? No, I mean, our users are, they skew towards being feminine. And they skew towards being a little older, so sort of 40 and up. But we also have students as well. We have a community where people can answer each other's questions. Okay. And in that community, users tend to be younger. They tend to be more school age. So different populations use different parts of our site. Within Ask, little communities. Do you have a tech community? Not among our users. We obviously have tech people who work at Ask, but... No, but it's not like a Quora type tech community. Because I wanted to do a Facebook for tech. I was wondering if maybe I can find some coders to do it. But I was asking you, maybe my idea exists already. Or maybe you can protect. Maybe you can protect my idea. I want to do a Facebook for technical because during the DBF, techmedianetwork.com has 40 million users, media for technical people, like CNET and all that. So I said, my God, we should do a Facebook for technical. I mean, that's how my idea came. So maybe, sometimes you don't know where the idea comes from, but that's how mine came. I said, let me see if a tech social network exists. Mm-hmm. So anyway, now that we know you don't have it on Ask, there's hope for me. We found out that Eve is a business development, you said? So what do you do? You call companies? I do. We get queries from our users who have questions, right? Yeah. And I look at, do we have good answers for this or not? Okay. And so, of course, we classify our queries into different categories, and we kind of slice and dice all the different types of questions that we receive from our users. So it's very there's a lot of data mining involved. Okay. And then we see, for hair and beauty, we have a lot of questions, but we don't have very good answers. So I need a hair and beauty partner. So I'm going to call up, Condé Nast and say, hey. Do you want to be a partner? Exactly. We want your content. We want to turn it into Q&A pairs. Nice. And we want to put, we want your content as answers on our site. So we do partnerships like that.
Wow, how to take care of your skin and all that. Yeah, but we also do partnerships for health questions. We do partnerships for pets questions. We do partnerships for car questions. You know, how do I fix my car? Yeah. For but people pretty who much fix any their car kind don't of go on domain. the internet. I don't think so. Do they? Sure, they do. A lot of them will say, you know, I have. Well, I'm not a car person, so I wouldn't. I can't come up with an actual, you know, a smart example on cars, but it could be something like, you know, I want to change the carburetor on a Nissan Pathfinder 2003. How do I do that? Right. So you have a partner who does that for you? Mm-hmm. How about so all health questions, all technical cars. So as soon as you identify a need, then you try to find a partner. That your job is That's to right. identify the need. So my job is to work with the product people to identify the need. Then my job is to find the partners who have content to satisfy the need, and then to do the deal with them, to negotiate the contract with them. Oh, maybe I should refer you to Coder Chart. It's a community of coders, and they help each other when they have a software question, how to code this, how to code that. And they do have like over 200,000 people who ask questions. How do I just got a bug on my program? Oh yeah, that's interesting because computer, what we call computers and tech, a lot of it is you know, sort of basic IT support questions, right? And then you have so a that could be contract with interesting an to IT company and with a software company or several. Yeah, I mean it's more about identifying question and answer pairs and then having them ready to go on our site. Right, so that we don't have to call the partner all the time, right? So some partners have APIs, and so we can call them all the time. So as they update their database of answers, then you know we have access to that. So when it's a forum, what we would do is we would, you know, they would kind of dump all the forum to us, and then we would create Q&A pairs from all the different you know, questions and answers, and then we would have that in a database to service on our site. Okay. So on your site, do you click the section you're interested in? Or you just ask the question, any question? Well, you have a search box, so you type in your question. question. Is it like on Amazon, on the left there is different topics? So no, most of the time it's not. You don't get to an answer through a lot of navigational clicks. Yeah. You have a question just bar. Just a general. You ask your question, so it's natural language processing. So we will find, you know, the keywords that correspond to your question, and we'll find the right we'll match it to the right content, and we'll service an answer. Okay, so it's not a navigation first. No, it's a search box or a question box. So when I go Asdotcom, there's just one box. Yeah. And then the machine does all the search. Yeah. Is there sometimes ambiguity, like I ask a question and the all computer? The time. We think about another topic? Yes, so but we have, you know, natural language processing PhDs and statistical analysis gurus that deal with that kind of stuff. Yeah. But you know, the typical one is if you're asking a question about Turkey, are you talking about the food? Are you talking about the bird? Are you talking about the country? Yeah. So you know, there might be a mix-up there. That's right. So then you look at different signals to figure out, okay, what is the user intent? So, you know, usually if it's around Thanksgiving or if it's associated with another word, you know, then okay, that's, you know, so that you look at you look at various things, right? You look at the past queries of the same user, you look at what time of day it is, you look at what time of the year it is, you look at whether there's any trending, you know, topics in the news or things like that. How about do you have relationships? How do I get back with my boyfriend or things like So that? those are more community questions, right? So those so those goes to when they're subjective. But yeah, I'm sure if you how do I get back with my boyfriend? I'm sure you will find answers on Ask.com for that query because we get that a lot. You do? Oh yeah. Okay. How to ask a girl out. Oh, how to ask a girl out is important? Yeah, so we give a lot of advice on that. Yeah, because I was looking at my daughter, she was searching the 10 qualities that a man look for in a woman. Mm-hmm.
Do you have that? I'm sure we would have. I'm sure we would have answers she did the search and she found the answer. There you go. Yeah. So there are things that are personal, but you can still ask for it online. Yeah. Okay. So sounds like very interesting. So Ask.com sounds like exciting. Do you have a well, maybe it's confidential. How many people visit you, or? We are the 7th largest property on the internet. Oh, okay. A search engine? Yeah. So people use you as in SEO and all that? They use us, yeah, I mean, we get our own queries, we distribute, I mean, so you are a big search engine. We're a pretty big, yeah. I don't know that we want to call ourselves a search engine. I mean, we like to call ourselves a Q&A site. A Q&A, okay. But, yeah, the yes, word ask is big. Is so big. Okay, well. Yeah. So we know a lot about you now. So thank you for revealing things. I hope we didn't go into anything that you didn't want to say. No, it's fine. It's fine? Okay. So I just want to thank you for your patience in answering my questions. Maybe some questions were annoying, but I apologize for that. Not at all. So thank you very much. And this was Eve ou Eve? Eve. Eve, sorry. So Eve, comme Madame Eve, je pense, c'est ça? Mm-hmm. Et c'est une business specialist, je veux dire, on pourrait dire? Responsable du business développement chez Ask.com. Responsable du business développement. Il n'y a pas un mot comme en français? Il y a un mot en français? Business développement, non, je pense qu'en français on dit business développement. C'est le même mot. Donc c'est business development with Ask.com. Thank you very much. Merci.